Bonsoir et bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré à la vallée du Léguerre. Aujourd'hui, on va s'intéresser au patrimoine exceptionnel de cette vallée et notamment ce château, un chef-d'œuvre de la Bretagne médiévale. Il domine la vallée du Léguerre depuis le XIIe siècle. 11 tours, dont 2 donjons, un château en ruine, mais qui garde de très beaux restes. Cette forteresse a survécu aux affres du temps. Aux guerres de succession puis de religion, elle a connu l'abandon jusqu'à la Révolution. Malgré les épreuves, toujours debout. Et derrière ces murs impénétrables, la vie quotidienne au XVe siècle s'organise. Certes, il y a l'aspect fortification, l'aspect défensif à l'extérieur, mais à l'intérieur, on va tâcher d'avoir une demeure de prestige, une demeure de luxe. Donc le seigneur, en temps de paix, ne vit absolument pas dans le donjon, il vit dans les logis. On voit encore la salle des banquets. Voyage immédiat au Moyen-Âge. C'est ce que propose le gardien des lieux. Les visiteurs s'aventurent dans un dédale de courtines et de remparts, et le charme des lieux opère instantanément. On voit les yeux des gens, des adultes, des enfants qui s'ouvrent quand ils voient ça, parce que des châteaux comme ça, il y en a plus beaucoup, quoi. Puis il a une histoire. Une histoire à portée de main. Avec cette copie d'une épée médiévale de plus d'1 mètre de long. On n'est pas du tout sur une arme qui est lourde en fait. Vous pouvez la sous-peser, vous allez voir. C'est une arme à 2 mains par contre. Attention. Ah ouais. Hop, voilà. Ouais. Pas très à l'aise, j'ai pas l'habitude d'en manier, mais non, mais ça reste un peu lourd, mais quand même maniable. Chaque année, le château attire environ 10 000 visiteurs, comme cette famille des Pyrénées. Ça va équiper, en fait. On aime bien découvrir les châteaux, en fait, l'histoire des régions, parce que nous, on a des châteaux, mais c'est pas les mêmes. Savoir un peu ce qui s'est passé dans la région à l'époque, découvrir les habitudes, les coutumes. Pour garder ses beaux atours, le château a besoin de travaux de restauration. Ces maçons, spécialisés dans les monuments historiques, s'affairent pierre par pierre. Donc là, on a démonté un bout du rempart pour le renforcer. Et on refait les joints pour l'étanchéité, quoi. Et c'est un chantier qui dure 1 mois et demi. Des travaux coûteux à la charge des propriétaires, une famille descendant des premiers bâtisseurs. Des travaux, il y en a plein les cartons, il y a plein de projets, tant pour sauvegarder l'édifice que pour améliorer sa visite. Mais le financement, il arrive au goutte à goutte, c'est grâce aux visiteurs. Heureusement, on avance, mais plus on a de financement, plus on peut aller vite dans les travaux en fait. Louise de Quingo était une noble bretonne au XVIIe siècle dont la famille était propriétaire de ce château. Notre séquence archive nous amène en 2015. Lors de fouilles réalisées au couvent des Jacobins, des archéologues ont découvert sa dépouille dans un état de conservation remarquable. Elle s'appelait Louise de Quingo, décédée en 1656. Elle faisait partie de la haute noblesse bretonne du XVIIe siècle, l'ancêtre du comédien Guillaume de Tonquédec. Son corps a été découvert en mars 2014 sous le couvent des Jacobins à Rennes, protégé par un cercueil de plomb dans un état de conservation exceptionnel. D'où l'intérêt suscité chez les archéo-anthropologues de l'INRAP, comme Rosane Colter. On avait une sépulture qui était très bien conservée et on avait un corps dont la putréfaction s'était arrêtée pendant 350 ans, mais qui allait revenir. Donc il a fallu qu'on agisse, nous, très très vite pour garder le maximum d'informations et archiver toutes ces informations. Identifiée grâce au cœur de son mari, retrouvée près d'elle, Louise de Quingo, qui s'était retirée dans un couvent après son deuil, n'a sans doute pas fini de révéler tous ses secrets. Remontons aux sources du Léguerre. À Bulat-Pestivien, le clocher atteint 66 mètres, point culminant des Côtes d'Armor. Prenons un peu de hauteur en compagnie de Bernard Riot, spécialiste du patrimoine breton, auteur d'une 40aine d'ouvrages. 139 marches à gravir pour atteindre l'un des plus beaux panoramas du Trégor intérieur.
Bernard Riot, il y a environ 6000 chapelles en Bretagne et il y en a un nombre important ici. Oui, parce que le Trégor correspond à la Bretagne occidentale, donc une cristallisation insulaire entre le 3e et le 10e siècle, qui a fait qu'on a une prise de possession par ce qu'on appelle les moines bretons. La densité religieuse de la Bretagne occidentale est beaucoup plus importante, effectivement. Elle est 5 fois plus importante que sur la Bretagne orientale. Le pays est sacré, le paysage est sacré, donc il n'y a pas de différence entre le profane et le religieux. Bernard Riot, on a 2 saints jumeaux qui sont célébrés à quelques kilomètres de distance. Oui. Donc c'est Saint-Anvel à Locquenvel, et l'un à Locquenvel et l'autre à Belle-Île-en-Terre. Donc ce sont deux frères qui effectivement, l'un est honoré au solstice d'été en juin et l'autre au solstice d'hiver à Noël. Le Saint-Anvel de Locquenvel est associé au loup. Puisque selon la légende, le loup aurait mangé son animal de bas, donc Saint-Anvel, qui est un thaumaturge, qui est un véritable sorcier, va commander au loup et va dire au loup de remplacer l'animal qu'il a mangé pour l'assister dans ses travaux aquatonnos. En matière de légende, il y a aussi une représentation importante de l'Ankou, notamment ici à Bulat-Pestivien. Oui, à Bulat-Pestivien, on a la particularité sur l'ossuaire d'avoir plusieurs représentations de l'Ankou, dont l'une très originale qui est le spectre hurleur. Généralement, l'Ankou est représenté avec une houe, avec une faux, avec une lance. Ici, effectivement, il hurle. Il hurle pour effrayer, pour saisir d'effroi les gens qui vont mourir. C'est le conducteur des morts qui va faire passer les morts de ce monde-ci dans le monde de l'au-delà. Merci pour ce voyage. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne. Excellente soirée à vous.